Bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs, dans votre émission préférée, le modèle cosmologique universel, qui vous retrace la création physique de l'humanité, comment elle s'est produite. Ce n'est pas par rapport à mes recherches, ce n'est pas par rapport à ma connaissance, mais c'est par rapport à la connaissance de M. Flavien Panzo Mwaka. Que est-il réellement? Il est le seul astronome amateur en République démocratique du Congo formé en France. Il est cosmologiste autodidacte, inventeur du modèle cosmologique universel, inventeur du projet d'astro-théologie. Il est la première personne à découvrir l'existence de la sphère d'avant le Big Bang dans les écrits sacrés. Les écrits sacrés, comme vous pouvez le comprendre dans le Coran ou bien dans la Bible. Il est la première personne à restituer le schéma biblique de la création. Il est la première personne à découvrir que le Big Bang est réel et biblique. Il est la première personne à découvrir la source physique de la première lumière de l'univers appelée les rayonnements fossiles. Contre toute attente, il est de la nationalité congolaise, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo. Sa contribution, il est la première personne à faire des recherches sur les conséquences physiques des antivaleurs qui sont valorisées par certains pays, que nous allons en citer peut-être si pas. Il a offert des propositions pour le décollage économique de la République démocratique du Congo, où il a écrit officiellement à l'institution présidence de la République, où jusqu'en ce jour, il attend sa réponse. Et pour boucler cette liste, il a offert une proposition pour le démuni dans l'entreprise où il travaille. C'est-à-dire, il a donné certaines propositions pour que les conditions soient améliorées. Qui est-il, ce monsieur Flavien Panzo Mwaka, à qui j'ai dit bonjour monsieur? Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais bien, je me porte bien. Les téléspectateurs sont là, ils veulent une fois de plus découvrir ce que vous avez une fois de plus à leur conter. Est-ce que ce sont des contes ou ce sont des réalités ou des mythes? Tout ce qu'on vient de citer là sont des réalités observables à travers mes écrits et voir mes réalisations aussi. Donc, comme dans les émissions passées, nous avons beaucoup plus parlé en profondeur sur l'univers, sur l'origine et l'évolution de l'univers. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous attarder sur toutes ces présentations-là que vous venez de faire, parce que ça suscite aussi beaucoup de curiosité. Évidemment, là, comme le seul astronome amateur en République démocratique du Congo, est-ce que vous êtes le seul, vous n'avez pas de disciples, ou vous vivez comment avec cette sphère de recherche en République démocratique du Congo? Tout d'abord, quand on dit astronome, on voit astronomie. Dans l'astronomie, on voit les planètes, on voit les astres, on voit toutes les structures de l'univers. Okay. Alors, l'astronomie, actuellement, je pouvais dire que c'est divisé en deux branches. C'est-à-dire, vous avez tout d'abord les astrophysiciens et puis les astronomes amateurs. Alors, les astronomes amateurs sont comme des photographes. C'est-à-dire, ils peuvent voir les astres dans l'univers à travers les télescopes. Et que parfois même ils découvrent de nouveaux astres. Après ça, ils envoient les renseignements auprès des cosmologistes ou bien des astrophysiciens. Maintenant, ce sont les astrophysiciens qui étudient pour voir les contenus, les compositions de ces astres. Donc c'est ça la différence entre astronome amateur et astrophysicien. Okay. Donc c'est comme si on pouvait dire la différence entre un laboratoire et un médecin, un biologiste, qui doit donner les diagnostics sur base
des résultats. C'est lire cette diagnostic. Voilà, oui. Et donc là, ce sont maintenant les astrophysiciens. Et si je me présente comme cosmologiste autodidacte, c'est-à-dire, je n'ai pas voulu me contenter en tant qu'un caméraman, en tant qu'un photographe, pour voir tout simplement les astres. Mais je me suis aussi intéressé à l'origine de ces astres. Et quand on s'intéresse pour comprendre l'origine, l'évolution de ces astres, là on entre maintenant dans la cosmologie. Voilà. D'où il faut une certaine connaissance de la cosmologie. Et c'est par là que je me suis auto-formé en cosmologie. Et c'est ça que, comme vous venez de dire, je suis cosmologiste autodidacte. Et peut-être aussi que je suis aussi les seuls ici au Congo. Mais vous dites là... voire même dans le monde. Vous dites même que vous êtes formé en France. Comment expliquez-vous lorsque vous dites que vous êtes autodidacte? Cet autodidacte, l'avez-vous fait ici en Afrique ou bien en France? Non. La formation de l'astrologie, on peut le faire en ligne. Voilà. Mais la formation de l'astronomie, il faut des appareils. Des appareils que nous, on ne dispose pas ici en République démocratique du Congo. Qui coûtent énormément aussi cher. Non, non, ça ne coûte pas énormément cher, sauf qu'on ne dispose pas des centres d'astronomie ici en République démocratique du Congo. D'où j'étais parti en France, en fait de voir, en fait de palper ce que je lis. Et c'est par là que je m'étais maintenant formé en astronomie à travers les différents instruments. Et votre formation a duré combien de temps? La formation en France m'a pris 3 mois. Ok. Mais lorsque vous parlez maintenant, inventeur du modèle cosmologique universel, qui est votre marque, c'est comme on a notre marque. Oui. Actuellement, les modèles cosmologiques universels, c'est quoi? En principe, nous avons la formation de l'univers. La formation de l'univers, il y a un schéma religieux qu'on appelle le schéma biblique de la création, contenu dans Genèse 1 et 2. Voilà. Il y a aussi un schéma scientifique qu'on appelle le modèle cosmologiste universel. Alors, moi j'ai fait la symbiose entre les deux schémas et je suis abouti au modèle cosmologiste universel. C'est-à-dire, avec les modèles cosmologiques universels, vous avez ce qui manque dans le schéma biblique de la création et ce qui manque aussi dans les modèles cosmologiques, dans les modèles standards des scientifiques. Donc, là, si je vais bien comprendre, chers téléspectateurs, c'est-à-dire que dans le modèle cosmologique universel, vous avez pu entrer en profondeur sur l'aspect physique de ce que nous parlons sur la création. Parce que là, on parle seulement en fait, on pourra dire de ce qui est abstrait. Mais vous êtes allé beaucoup plus loin pour présenter ce qui est son physique, alors. Effectivement, en science, pour dire ou bien pour déclarer quelque chose, vous devrez être en mesure de démontrer ça. Oui, donc c'est-à-dire que dans le schéma biblique de la création, nous avons vu des choses qu'on croyait être des miracles. Nous avons démontré comment physiquement ces choses-là se sont accomplies. Voyez-vous, se sont accomplies. Attention, voilà. Au contraire, c'est moi qui vous dirai un peu attention. Oui, prenons un cas dans notre société. Hein? Quand quelqu'un meurt, on attribue ça à quoi? Souvent à la sorcellerie. Mais quand les médecins font l'autopsie, ils découvrent la source. Voilà. Donc, moi, j'ai fait tout simplement l'autopsie de ce qui est écrit dans le schéma biblique de la création et j'ai découvert ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire que vous êtes capable aussi de pouvoir nous expliquer le phénomène que la Bible nous a dit, que Moïse tapa sur la mer et elle fut séparée en 2 parties là.
D'ailleurs, c'est déjà expliqué dans ce livre. Si vous pouvez nous flasher. Non, c'est déjà expliqué dans ce livre qui a pour titre de Noé Obama. C'est déjà expliqué, c'est-à-dire tout, ce sont des prouesses scientifiques des prophètes juifs. J'ai recensé tous ces prouesses, à commencer par Joseph, qui est devenu le premier ministre en Égypte. Jusqu'à Élie, qui est monté au ciel à travers un ange. J'ai tout dévoilé dans ce livre de Noé à Barack Obama. Vous savez décortiquer cette histoire en démontrant sur les aspects physiques. Là. Effectivement, en décortiquant sur les aspects physiques. Et là, je peux déjà vous dire que Moïse était un savant qui, jusqu'à ce jour, aucun savant ne peut se tenir devant lui. Ok. Raison pour laquelle vous dites que vous êtes astro-théologien. Effectivement, quand on combine l'astronomie et la religion, ça donne l'astro-théologie, c'est-à-dire astronomie et théologie qui fait astro-théologie. Donc, je suis le premier étudiant, le premier professeur et le premier atout en astro-théologie. Et comment on va vous habiller là? En astro-théologie, comment on va vous habiller? Parce que quand on voit les théologiens, on sait qu'ils finissent par devenir prêtres, ils finissent par devenir pasteurs, ils finissent par devenir amman. Chez le musulman, on parle de mouna. Là. Oui. Et maintenant, dans l'astro-théologie, la finalité, vous serez habillé en veste, en cravate ou c'est comment? Non, c'est-à-dire dans l'astro-théologie. L'astro-théologie, c'est un projet qui va comprendre certains cours qu'on va commencer à enseigner aux étudiants de théologie. Parce que les étudiants de théologie, on dit que l'univers a été créé par Dieu. Mais quand on commence à leur parler sur l'univers, ils ne comprennent rien du tout. Donc, il lui donne beaucoup plus l'accès à la théologie, c'est-à-dire à Dieu. Voyez-vous? Or, il faut qu'ils comprennent effectivement qu'il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il faut qu'ils comprennent aussi quelque chose sur la terre, afin de pouvoir mieux débattre avec les savants. Et là, c'est le projet d'astro-théologie. C'est comme, vous êtes en train de nous dire que c'est comme un architecte là. Comme quand il construit, il fait un projet, il y a le rassemblage de sable, le ciment, ça permet à créer quelque chose. Voilà, effectivement, c'est ça. Donc, l'astro-théologie, c'est ça maintenant qui va permettre aux théologiens de comprendre comment l'univers a été créé de l'origine jusqu'alors. Voyez-vous? Nous continuons à toujours avoir des explications claires et nettes. Très chers téléspectateurs, cette émission n'est pas une émission à caractère spirituel, elle est une émission à caractère de découverte et de science. Prenez contact avec le professeur ou bien avec le chercheur Flavien Panzou. Il est très ouvert, il pourra être des vôtres. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous vous présentiez, partout dans le monde entier, il est disposé à assister dans des conférences, des ateliers pour qu'il explique cette réalité qui depuis des millénaires ou pratiquement beaucoup d'années, beaucoup de décennies, beaucoup de théologiens mettent un peu à part cette explication. Mais nous continuons. Il est la première personne, vous êtes la première personne à découvrir l'existence sphère d'avant Big Bang dans les écrits sacrés. Quels sont ces écrits sacrés? Tout d'abord, ce que je tiens à dire aux spectateurs qui nous suivent, qu'effectivement, qu'est-ce que ça signifie la sphère de l'avant Big Bang? Notre univers, tel que nous le voyons, on l'appelle la sphère de l'après-Big Bang. C'est-à-dire que pour les savants, pour les chercheurs, pour les scientifiques, l'univers a commencé par un phénomène qu'on appelle Big Bang. Alors, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Les Américains ont construit un télescope qui a coûté 10 milliards de dollars, c'est-à-dire plus fois
plus que même les budgets de la RDC. Voilà. Ils ont construit un télescope qui a coûté 10 milliards de dollars, afin d'aller voir, rechercher cette sphère-là, la sphère inconnue, c'est-à-dire avant que le soleil soit créé, avant que la terre soit créée, avant que toutes les choses que nous voyons dans l'univers soient créées. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? C'est ça, effectivement, les recherches que les Américains et les Français, ainsi que tous les pays développés font. Alors, nous ici en RDC, on n'a pas toutes ces choses-là. On n'a pas des astrophysiciens qui peuvent faire partie de ces équipes. Alors, comment nous pouvons nous lancer aussi en recherche pour voir ce qu'il y avait effectivement au commencement du monde. Alors, je suis allé à la science. À la science, il n'y avait pas de réponse. Vous comprenez? À la science, il n'y avait pas de réponse. Finalement, je me suis dit que j'ai trempé dans des écrits sacrés. Et c'est là où je suis allé effectivement découvrir l'existence de cette sphère. Que c'est vraiment une sphère qui a existé, une sphère qui est réelle, une sphère qui était mouvementée. Cette sphère, c'est ce qu'on appelle la sphère de l'avant Big Bang. Donc, aujourd'hui, j'ai même devancé les Américains et les Français. C'est-à-dire les jours où les Américains ou les Français ou les Occidentaux vont découvrir cette sphère-là, ils trouveront que moi, je les avais déjà devancés d'une manière théorique. Alors qu'ils ont des tsunamis qui prennent un peu de l'ampleur chez eux là-bas. Ils ont des catastrophes naturelles qui existent et qui font beaucoup de recherches. Donc vous dites que vous les avez déjà dévancés en esprit, physiquement, ou dans quelle attitude l'avez-vous déjà dévancé? Dans quelle attitude? Vous avez dit, je suis le premier à découvrir l'existence de la sphère de la femme Big Bang dans les écrits sacrés. C'est-à-dire, j'ai étudié les écrits sacrés qui parlaient des origines de l'univers. Et c'est dans ces écrits sacrés-là que j'ai découvert effectivement que cette sphère-là était réelle. Parce que pour les croyants, c'est Dieu qui est le créateur de l'univers. Donc, si effectivement quelque chose a existé, c'est-à-dire les écrits sacrés doivent en parler. Et je suis le premier à avoir fait les recherches. Le premier dans le monde, pas en RDC, mais dans le monde. Vous êtes sans ignorer que ces écrits sacrés, vous les connaissez lorsque vous avez eu cette connaissance, alors que ces écrits sacrés ont existé avant vous. Effectivement, ces écrits sacrés ont existé avant moi. Oui. Sauf qu'avant moi, personne n'était en mesure d'expliquer devant le monde entier, devant les savants, l'explication du schéma biblique de la création, d'une manière réelle, d'une manière rationnelle. Mais il y a Galilée qui a tenté de dire, par exemple, par rapport à toutes ces histoires. Non. Galilée, lui, a dit tout simplement que le soleil et la terre et tous les astres tournent autour du soleil. Mais il n'a pas touché le schéma biblique de la création. Je suis le premier à toucher le schéma biblique de la création. Et heureusement que je l'ai fait après les indépendances. Parce que si c'était avant, à cette terre... Non. On allait vous couper la tête. Oui, à cette terre, je serais déjà décapité. Comme ils en ont fait avec d'autres personnes. Oui, pourquoi pas parce que le Vatican, il n'aime pas que les gens touchent au schéma biblique de la création. Or, Dieu veut que la vérité de ce qu'il a dit puisse éclater au grand jour. Et aujourd'hui, moi, je suis venu faire éclater cette vérité au grand jour. Même le Conseil des Nations Unies va vous autoriser à parler de cette histoire par rapport à ça, parce que ça joue sur la sécurité planétaire. Non. Ça ne joue pas sur la sécurité planétaire. Au contraire,
ça vient plutôt sortir l'Église et la religion de la gouffre. Parce que jusque-là, les savants, les scientifiques, ils étouffaient les religieux pour leur dire que votre schéma biblique de la création, c'est un conte, c'est un mythe. Mais aujourd'hui, quelqu'un est venu démontrer que ce n'est ni un conte ni un mythe. Et je n'ai pas caché mes recherches, j'ai même envoyé au pape François un exemplaire de mon livre. Et pour tous ceux qui veulent en apprendre davantage, oui, tout, j'ai écrit ça dans ce livre, avant Bing Bang à la lumière. Avant Bing Bang à la lumière, les titres de ce livre, avant Bing Bang à la lumière. Donc c'est là où j'ai effectivement décrit la sphère de l'avant Bing Bang jusqu'à l'apparition de la première lumière, dont je suis aussi le premier à découvrir la source. Ce livre est édité en français dans l'édition Librinova. Je vois que c'est une apparition de cette année 2023. Effectivement. Pratiquement, c'est une exclusivité par rapport à la chaîne qui est en train de les voir là. C'est vraiment une exclusivité pour votre chaîne. Voilà, nous sommes bénis, les DG bénis à travers ces livres, astronomie et théologie, que nous vous proposons, chers téléspectateurs. Achetez ces livres, téléchargez, allez sur la page Facebook, la page Twitter ou Google, tapez Flavien Panzou Mwaka. Voilà, c'est ça. Lorsque vous tapez Flavien Panzou Mwaka, directement, elle vous amène sur les conditions et il y a l'apparition de toutes ces publications. Ces publications, elles vont vous permettre de comprendre la nature, comment elle a été créée. Eh bien, vous êtes aussi, là, vous avez déjà même anticipé la première personne à restituer le schéma biblique de la création. C'est-à-dire que vous êtes aussi la première personne à découvrir le Big Bang réel et biblique. Effectivement, aujourd'hui, aux États-Unis et en France, il y a vraiment un schisme, une rupture entre les religieux et les scientifiques. Pourquoi? Parce que les scientifiques disent que l'univers a commencé par le Big Bang. Les religieux disent non, l'univers a été créé par Dieu. Alors, les deux, ils ne s'attendent pas. Alors, moi je suis le premier à découvrir. Je ne dis pas que l'univers a été créé par Dieu. Je peux me dire que vous êtes même le négociateur, vous êtes le pacificateur. Voilà, voilà. Donc moi, en tant que scientifique, en tant que croyant, je peux dire que l'univers a été créé par Dieu. Mais en tant que scientifique, je ne dis pas que l'univers a été créé par Dieu. Parce que, en tant que scientifique, si vous dites que l'univers a été créé par Dieu, voilà, et vous devrez le prouver. Mais ce que moi je dis est que les Big Bang là, qui divisent les religieux et les scientifiques, les Big Bang, les phénomènes Big Bang, ça se trouve contenu dans le schéma biblique de la création. Donc ce qui fait que le schéma biblique de la création, à ce jour, grâce à moi, les gens vont découvrir que le schéma biblique de la création est plus complet que le schéma que les scientifiques nous proposent. Parce que dans le schéma biblique de la création, il n'y a pas de formule là-bas. Dans le schéma, oui, il y a, en science, il y a ce qu'on appelle la littérature scientifique et la littérature basée sur les mathématiques. Quand un biologiste juste décrit quelque chose, il n'a pas besoin de formules, mais quand on vérifie, on trouve que c'est vrai. Donc là, c'est de la littérature scientifique. Voyez-vous? Donc, quand on dit les modèles cosmologiques universels, dont je suis l'inventeur, c'est-à-dire les modèles cosmologiques universels, en fait, c'est la restitution scientifique du schéma biblique de la création. C'est-à-dire, là où, dans le schéma biblique de la création, on a parlé sur un langage religieux, littéral, moi j'ai dévoilé le contenu scientifique de ce langage. Voyez-vous? Ça m'amène à dire cette histoire qui se passe en République démocratique du Congo, dans certains pays d'Afrique noire, où nous appelons carrément une maladie le Bassou.
qui ont dit que c'est une maladie spirituelle, mais tantôt il y a le médecin qui dit que ce sont le microbe, les gens sont infectés, doivent être traités. C'est un peu dans cette même qualité-là d'esprit. Oui, c'est effectivement ce que je vous ai dit au début, qu'en Afrique, quand quelqu'un meurt, on attribue ça à la sorcellerie. Mais quand on fait l'autopsie, on découvre effectivement les véritables causes de cette maladie. Ce qui fait que la personne qui a écrit les schémas bibliques de la création, son souci, il connaissait la vérité, mais son souci était en train de démontrer que c'est Dieu qui est derrière tous les phénomènes. C'est ainsi qu'il utilisait des termes tels que Dieu fit, Dieu dit, Dieu créa. Mais derrière, à l'intérieur de ces termes-là, il y a des phénomènes physiques qui se sont déroulés. Et ce sont ces phénomènes physiques qui sont dévoilés dans les modèles cosmologiques universels, dont je suis l'inventaire. Vous complétez la Bible? Non, je ne complète pas la Bible. Disons plutôt que j'ai des détails. Voyez-vous, j'ai les détails. Donc vous expliquez à votre manière. Oui, non, c'est comme si quelqu'un a dit que voilà, j'ai préparé les haricots. Il vous présente les haricots crus. Les haricots déjà prêts à manger. Alors il y a une autre personne qui vient. Il vous dit que pour qu'on arrive à ce niveau, il a fallu qu'on commence tout d'abord par faire bouillir les graines, qu'on y mette des sauces, qu'on y mette des ingrédients, et ça c'est le final. Donc, le schéma biblique de la création nous présente la finalité, les finalités des choses. Mais derrière ces finalités-là, il y a eu des processus physiques qui ont été accomplis. Par exemple, quand on dit l'homme a été créé de la poussière de la terre, pour un chrétien, croyant, musulman, ça ne lui dit rien du bon. Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Et on se limite. Mais là. voilà, Nous les chrétiens, on oui, se limite là. Voilà, on se limite là. Mais pour nous les scientifiques, pour vérifier ça, ils ont décortiqué l'homme. Et ils ont effectivement découvert que l'homme est créé de la minéraux qui se trouve sur la terre. C'est-à-dire, la science est venue confirmer la Bible. Voyez-vous, c'est ça. C'est pourquoi l'homme retournera à la poussière. Voilà, c'est pour ça qu'il est provenu de la poussière. Voilà. On y va, on continue cet après-midi avec les questions sont les miennes, les réponses sont pour M. Flavien Panzou Mwaka, qui est notre astronome amateur en République démocratique du Congo. Il est l'inventeur du modèle cosmologique universel. Il a fait des projets sur l'astro-théologie. Il a découvert l'existence des sphères d'avant le Big Bang dans les écrits sacrés. Maintenant, là, je voudrais bien poser une question une fois de plus. Vous avez découvert la source physique de la première lumière de l'univers appelée les rayonnements fossiles. C'est qu'est-ce les rayonnements fossiles? Comment je peux expliquer aux téléspectateurs? Vous voyez quand vous allumez la télévision et qu'il n'y a pas assez d'émissions, mais il y a parfois des choses là qui font du bruit, qui bougent comme un disque. Eh bien, ça fait partie des rayonnements électromagnétiques qu'on appelle les rayonnements fossiles. Les savants ont découvert cela. D'ailleurs, les dessins là. Ok. Les dessins là. Les rayonnements fossiles. Les savants ont découvert cela. Sauf qu'ils n'ont pas encore découvert sa source. Voyez-vous? Sauf qu'ils n'ont pas encore découvert sa source. Et moi, je suis le premier dans le monde. J'ai dit le premier dans le monde. Avant les Américains, et les Français, et les Chinois, et les Japonais, et les Russes. Je suis le premier dans le monde. Quand je dis les premiers, c'est-à-dire les premiers dans le monde, à avoir découvert la source de cette lumière-là, qu'on appelle les rayonnements fossiles. Mais est-ce que vos recherches sont-elles vraiment prouvées par d'autres scientifiques du monde? Effectivement,
Mes recherches ne sont pas encore prouvées par d'autres scientifiques. Pourquoi avoir cette certitude? Pourquoi mes recherches ne sont pas encore prouvées? Il y a tout d'abord, je pouvais dire, je vous ai dit que moi j'ai fait la symbiose entre l'astronomie et la théologie. Les scientifiques n'aiment pas lire des choses qui parlaient de la théologie. Donc c'est ainsi qu'ils n'ont pas encore découvert les résultats de mes recherches. Vous comprenez? Parce que ce sont eux qui doivent confirmer ça. C'est ainsi que je dois de temps en temps passer aux chaînes de télévision pour faire du bruit. Voilà, pour parler, afin de pouvoir arriver à attirer leur attention. La deuxième est que je vis dans un pays où vraiment, donc c'est comme tout ça, on n'en parle même pas. Non, c'est comme un joueur professionnel qui est en train d'évoluer dans un parc. Okay. Jamais un jour on pouvait lui proclamer en tant que le plus grand joueur du monde. Mais même si il est, vous comprenez? Non, là je voudrais une fois de plus ajouter une question. Votre découverte a quelle valeur scientifique? Toutes vos découvertes là, il a quelle valeur scientifique? Eh bien, les valeurs scientifiques de mes découvertes, tout d'abord c'est que le peuple congolais doit savoir et que je suis la première personne qui va faire entrer le nom de la République démocratique du Congo dans la science. D'ailleurs, en publiant des livres, parce que ça c'est peut-être ça c'est la 7e. En publiant mes livres, donc je viens déjà de faire entrer le nom de la République démocratique du Congo dans la science. Vous comprenez? Alors, maintenant, votre question est, quelle est quoi? Ma question elle est, quelle est la valeur scientifique de tous vos découvertes, de tout ce que vous avez pu découvrir là? Effectivement, la valeur scientifique, ici, en République démocratique du Congo personnellement, je pouvais dire que ce que j'ai fait, jusque-là, ça n'a pas encore d'impact. Mais aux États-Unis et en France, dès qu'ils apprendront qu'il y a quelqu'un qui a découvert effectivement que la sphère de la Big Bang était une réalité, directement, ils vont créer des appareils pour pouvoir arriver à vérifier cela. Et s'ils vérifient cela, ça va changer beaucoup de données dans la science. Vous comprenez? Ça va effectivement changer beaucoup de données dans la science. Mais oui. Et êtes-vous professeur ou avez-vous déjà défendu votre thèse quelque part là, par rapport à tout ce que vous dites là? Effectivement, je vous ai dit que en République démocratique du Congo, où j'évolue, je suis comme un joueur professionnel qui joue dans un parc. Mais si je me retrouvais peut-être en Occident, c'est là où je pouvais maintenant me confronter avec les grands professeurs d'université. Et c'est par là que maintenant, je peux maintenant revendiquer ma thèse. Être de nationalité congolaise, c'est un blème pour vous? Oui, oui, effectivement, c'est un blème pour moi. J'avais découvert ça depuis que j'ai commencé mes recherches. Je pouvais dire à l'âge de 10 ans. J'ai découvert que non, j'étais né vraiment là où il ne fallait pas naître. Là, vous exagérez. Non, 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 je n'exagère pas. Je n'exagère pas parce qu'à un certain moment, quand j'ai eu mon diplôme d'État, j'ai écrit à ma petite sœur en France. Je lui ai dit, je voulais venir en France pour développer les connaissances que j'ai. Il m'a dit, ici en France, ces choses-là ne payent pas. Alors, voilà pourquoi je me suis maintenant auto-formé. Vous comprenez? Vous ne faites pas ça pour l'argent là? Non, 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 je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour ma propre curiosité. Au départ, je voulais tout connaître. Et j'étais aussi à vous dire que déjà quand j'étais à l'école secondaire, j'étais l'un des rares élèves de la République démocratique du Congo à avoir
un abonnement au Centre culturel français. Voyez-vous? Donc, si déjà en 3e année des humanités, je faisais les pieds de Kasavubu jusqu'en ville pour me documenter. Et là, j'aimais beaucoup plus participer dans les émissions culturelles qui se passaient à la radio ou bien à la télévision. Voilà, nous continuons toujours avec cette émission et voilà votre contribution. Vous dites que vous êtes la première personne à faire des recherches sur les conséquences physiques des antivaleurs qui sont validées par certains pays. Lorsque vous parlez des antivaleurs qui sont validées par certains pays, vous parlez de quelles antivaleurs? Bon, aujourd'hui, quand on parlait des antivaleurs, c'est par rapport à la religion. Par rapport à la religion, parce que pour la science, ce ne sont pas des antivaleurs. Et là, je parle effectivement du comportement de l'homme, notamment dans certaines pratiques. Ça, c'est de quel homme que vous parlez? Parce que nous avons l'homme africain, nous avons l'homme européen. Non, en général. En général, aujourd'hui, nous assistons à plusieurs phénomènes qu'on qualifie des antivaleurs, tels que l'homosexualité, tels que la zoophilie. La zoophilie, je sais que vous savez, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire la relation entre les hommes et les animaux. Tel que les... Bon, vous condamnez toutes ces pratiques? Non. En tant que chercheur, je ne condamne pas ces pratiques. Si vous me dites en tant que croyant, là, je pouvais dire que je condamne. Mais en tant que chercheur, je ne condamne pas ces pratiques. Je ne l'encourage pas non plus. C'est ainsi que j'ai fait les recherches pour découvrir les conséquences physiques, pas les conséquences spirituelles. Non, mais ça doit avoir aussi de l'impact sur les conséquences spirituelles. Oui. Nous, les scientifiques, on ne parle pas de ces aspects-là. Donc, nous, les scientifiques, on met de côté les conséquences spirituelles. On voit un peu les conséquences physiques de tous ces phénomènes. On expose les conséquences physiques. L'homosexualité, la masturbation, tout ça, la zoophilie. Quelles sont les conséquences physiques, pas spirituelles, ni psychiques, mais physiques. Et c'est sur base de ces recherches que j'ai mis les résultats encore dans ce livre de Noé à Barack Obama. Okay, donc c'est trop riche. Ça, c'est... Je peux appeler ça à ce jour, c'est le livre le plus riche pour le moment. Pour le moment. Parce qu'à notre époque, on ne retrouve plus des écrivains qui écrivent des choses en profondeur comme les anciens grands maîtres. Ces gens que vous condamnez, que je pourrais dire, non, ce sont des gens qui... Non, j'ai dit que je ne condamne pas. Vous ne condamnez pas. Je démontre seulement les conséquences physiques de ces phénomènes, de ces actes. C'est comme quand vous dites à quelqu'un que si vous mangez beaucoup, vous aurez mal au ventre. Vous ne le condamnez pas, mais vous dites les conséquences. Et c'est pour cela que la France est un des pays où souvent ces antivaleurs sont beaucoup plus validées. Même Londres... Oui, mais souvent c'est la France qui est la source. C'est la France qui est la source. Et pourquoi tout commence toujours par là? Barack Obama n'a pas répondu à ces livres. Le de Noé à Barack Obama n'a pas répondu. Non. Pourquoi toujours ça commence là? Jusque-là, comme j'ai dit, la source c'est la France. Et le président français, pour lui éviter de voter, d'approuver toutes ces pratiques, de valider toutes ces pratiques, je lui ai envoyé ces livres. Le président Emmanuel Macron. Parce que pour moi, tout commence par la France. Une fois que la France valide, c'est fini. Tous les autres pays font du copier-coller. C'est ainsi que vous avez vu vous-même, même pendant le Covid. Dès que le président Emmanuel Macron se mettait à parler, c'est tous les pays du monde qui suivaient ce qu'il voulait dire. Donc la France, c'est vraiment une nation qui contribue à l'éducation ainsi qu'à
à la destruction même du monde par ces lois. Il est même déjà, en politique, il est même déjà chassé à certains pays africains. Oui, effectivement, c'est... Nous n'allons pas entrer dans ces dossiers-là parce que là, ça nous intéresse. Mais nous avons vraiment parlé des conséquences sur le physique des antivaleurs qui sont validées par certains pays. Est-ce qu'ici, en République démocratique du Congo, il y a déjà ce genre de comportement? Bon, disons qu'ici, en République démocratique du Congo, il y a ce genre de comportements, mais de manière beaucoup plus informelle. Donc ce n'est pas vraiment officialisé et consort. C'est par ces mots que nous mettons un point final à notre programme de ce soir. Restez branchés sur nos programmes et car votre fidélité nous honore. On se retrouve à la prochaine occasion. Merci, ciao.